messieurs, bonjour et chers collègues journalistes. Vous avez en face de vous le chef du département communication et marketing du candidat Denis Sassou Nguesso. Eh bien, il vient donc faire cette conférence de presse. Il parlera uniquement sur les tendances qui ont été données tout à l'heure. Les tendances sont donc relatives à cette élection. Donc, je crois que, monsieur le ministre, à vous la parole. Je voudrais, mesdames et messieurs de la presse, au nom de la direction nationale de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso, vous remercier d'avoir répondu avec promptitude à notre demande. Il s'agit d'un échange purement interactif. Je crois que la plupart d'entre vous, vous venez d'assister au point de presse et en tout cas aux annonces de résultats partiels qui ont été faites par le président de la Commission nationale électorale indépendante. Pour votre information, je n'ai pas moi-même, ayant eu d'autres engagements, pu y assister. Simplement, je souhaiterais qu'on échange et je suis à votre disposition pour toutes les interrogations et questions que vous pourriez exprimer. Merci. Marc Jourdier pour l'agence France Presse. La CNEI a donc donné des résultats partiels qui donnent le candidat Denis Sassou Nguesso en tête avec 67% des suffrages exprimés sur une projection qui représente à peu près 59% du corps électoral. Est-ce que pour vous, la victoire du président sortant est déjà acquise ? Je ne suis pas un spécialiste des mathématiques ni des statistiques électorales, mais il me semble qu'à ce stade, et compte tenu des chiffres et du nombre de circonscriptions administratives restantes, les choses sont quand même très bien parties. Et il me semble que la probabilité nous conduit à une victoire au premier tour. Maintenant, attendons d'avoir le détail de tout ce qui va être définitivement publié par la commission électorale. Mais à ce stade, je crois que l'on peut anticiper largement sur une victoire au premier tour. Koshengoulou, Radio Congo. Monsieur le chef du département, c'est pour la première fois qu'une élection présidentielle, quand on passe d'abord par des tendances. Qu'est-ce qui a motivé cette façon de faire cette année ? Sur ce point, je crois que, et personne ne contestera mon propos, on peut considérer que cette élection présidentielle, celle du 20 mars 2016, est probablement l'élection présidentielle la plus disputée depuis 1992. C'est-à-dire que c'est celle qui, du point de vue de la compétition, de la qualité des compétiteurs, est probablement la plus disputée depuis la première élection présidentielle de l'ère démocratique, c'est-à-dire il y a 24 ans. Donc, vous constaterez, peut-être que le président de la CNEI ne vous a pas donné de détails, mais il faut savoir que chaque équipe de campagne, bien entendu, obtient depuis dimanche les remontées des résultats qui viennent des circonscriptions administratives. Eh bien, le constat, c'est que depuis dimanche, il apparaît que tantôt certains candidats sont assez faibles dans certaines circonscriptions administratives en totalité ou partiellement et assez forts dans d'autres. Donc c'est quasiment un travail chirurgical qui fait que quand on reçoit ces statistiques brutes, on n'est pas forcément au fait de la situation générale et globale. Et je crois que le patron de la Commission nationale électorale indépendante a souhaité, parce qu'il y avait comme une espèce de climat d'incertitude dans le pays, a souhaité, lui qui avait la vision globale, la carte électorale globale, a souhaité donner à la presse comme à l'opinion nationale une indication générale de la situation à un moment donné. Et voilà l'objet de ces tendances qui aujourd'hui ont été révélées par le président de la Commission nationale électorale indépendante. Donc, moi, j'y vois très certainement un progrès dans la capacité de notre classe politique à s'exprimer, à battre campagne un peu partout, et une maturité de notre peuple qui n'exprime pas forcément, comme on l'attend, son suffrage dans telle ou telle circonscription administrative. Donc, moi, j'y vois une nécessité qui a permis à l'ensemble de nos compatriotes et qui va leur permettre, quand ces informations seront portées à leur connaissance, d'avoir une idée précise de l'état électoral du Congo consécutivement à l'élection du 20 mars 2016.
Sophie Roussy, TV5 Monde. Comment expliquez-vous que la CNI n'ait pas pu nous donner des résultats sur Pointe-Noire, qui est quand même une très grosse ville? Est-ce à cause des communications coupées et comment l'interprétez-vous? Bon, les communications coupées, effectivement, parce que la CNI n'a pas une baguette magique propre à collecter de manière plus rapide que ne pourrait le faire ou le donner l'absence de communication. Donc il y a aujourd'hui probablement des problèmes d'acheminement qui justifient que nous n'ayons pas encore les résultats de Pointe-Noire. Mais Madame, le Congo ne se limite pas aux 2 principales villes du pays. Il y a d'autres villes, Dolisie, qui est la 3e ville du pays, Wesso, Owando, Mosenjo, Sibiti. Donc il y a des parties du territoire qui sont parfois très enclavées. Donc oui, il y a des problèmes d'acheminement qui touchent l'ensemble de tous ceux qui doivent collecter les résultats et les acheminer à Brazzaville. Donc je ne sais pas ce que le président de la commission vous a dit, mais je crois que dans les prochaines heures, il disposera de l'ensemble des résultats de la ville de Pointe-Noire. Ernest Obama, Vision 4, Cameroun. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une raison officielle qui explique la coupure de télécommunications? On s'est rendu compte en faisant dans les réseaux sociaux que cela a été très mal interprété. Certains estimaient que c'était un hold-up électoral pour le président sortant. C'est la première question. Deuxième question. Pardon, j'ai pas compris. Hold-up électoral pour le président sortant, oui. C'est ce qui pourrait expliquer la coupure des télécommunications. Deuxième question, qu'est-ce qui peut expliquer la forte présence policière aujourd'hui à Brazzaville? Est-ce que vous créez une escalade? Bon, sur la première question, je crois que la lettre que le ministre de l'Intérieur a adressée aux opérateurs de téléphonie mobile est très claire. Dans le cadre de l'exercice de sa puissance publique, le gouvernement, l'État, ont décidé de demander aux opérateurs de bloquer les communications électroniques parce qu'il y avait des raisons impérieuses de sécurité et de sûreté nationale. Et ce que l'on appelle les raisons impérieuses de sécurité et de sûreté nationale, ce n'est pas seulement, comme vous semblez tous l'interpréter, parce qu'on souhaiterait je ne sais quoi. Il s'agit tout simplement aujourd'hui de répondre à une nécessité absolue, qui était de faire que dans notre pays, qui est un pays fragile, où les rumeurs vont bon train, et où tout part, excusez-moi l'expression, parfois un peu dans tous les sens, de permettre que l'exercice de leur souveraineté par les Congolais se fasse dans la sérénité. C'est la première raison. La deuxième raison, c'était très clairement d'éviter qu'un certain nombre d'acteurs politiques, ici à Brazzaville, au Congo, ou à l'extérieur, de manière irresponsable, diffusent des fausses informations sur le déroulement de ces élections. À titre illustratif, parce que je souhaite quand même illustrer mon propos, je me dis quand même que la mesure qui a été prise par le gouvernement est salvatrice. Je lisais hier, par hasard, un tweet de M. Boao, qui est très actif sur Twitter. Donc je me demande d'ailleurs comment il fait pour y accéder, mais il est actif sur Twitter. Il disait à ses partisans de la diaspora, arrêtez de diffuser des résultats qui sont parfois incohérents. C'est M. Boao qui s'exprime sur sa page Facebook, sa page Twitter officielle. Parce que vous desservez notre cause. Donc, si ceux qui, à un moment donné, c'est-à-dire il y a quelques jours, avaient annoncé publiquement qu'ils allaient publier des résultats parallèles à ceux de la CNEI, eux-mêmes se rendent compte du caractère irresponsable de ce qui est publié sur la toile, vous comprenez bien l'importance et la pertinence de la mesure qui a été prise par le gouvernement. C'est voilà un premier constat. Le deuxième constat, ou deuxième anecdote, hier, j'ai, comme quelques personnes ici, été informé qu'une page Internet dont je ne nommerai même pas l'intitulé pour des raisons diverses, avait écrit que Brazzaville était quasiment à feu et à sang, qu'il y avait des tirs, des coups de feu à la présidence de la République, que des officiers avaient investi le palais, enfin toute une série de choses abracadabrantesques. J'ai dû appeler, parce que sur cette page Internet, il y avait un numéro de téléphone. Chose curieuse, le site était à Abidjan, mais le numéro de téléphone est camerounais. Bon, je n'ai pas très bien compris.
Et j'ai appelé ce monsieur en lui disant « Je suis ministre de la communication du Congo-Brazzaville, je sors du palais présidentiel où j'ai eu une réunion avec le président de la République. Je ne sais pas à quel moment des tirs, des coups de feu auraient retenti au palais et je ne sais surtout pas de quel palais vous parlez. Parce que s'il s'agit du palais présidentiel, eh bien, il n'y s'est rien passé. » Alors, vous voyez bien que si il n'y avait pas eu cette mesure préventive de l'État, on partirait dans tous les sens. On partirait dans tous les sens. Si même l'opposition, qui a déclenché cette espèce d'atmosphère délétère, qui consistait à dire « on va publier tout ce qu'on a envie de publier et advienne que pourra », si même elle est débordée et dépassée par ce qui se passe sur la toile, vous comprenez bien que l'État a souhaité et a réussi à préserver nos compatriotes qui sont ici, qui attendent patiemment et sereinement le résultat de l'élection, à les préserver de toute cette ambiance de rumeurs, de contre-rumeurs et de choses absolument épouvantables qui parfois sont écrites sur la toile. Je crois que, encore une fois, il faut toujours placer les choses dans leur contexte. Nous sommes à un moment clé de notre histoire. Nous entrons dans une nouvelle République. J'ai cru entendre certains candidats, encore une fois, non pas dire « nous attendons avec sérénité le résultat des élections », mais qui disaient « si le résultat n'est pas conforme à ce que nous voulons », donc ils préjugeaient du vote du peuple, eh bien, nous appellerons le peuple à prendre ses responsabilités. Sous-entendu, nous appellerons à l'insurrection. Mais je crois qu'un État responsable, quand maintenant nous avons des tendances fortes qui semblent devoir aboutir à la victoire d'un candidat au premier tour, il semble qu'un État responsable est tout à fait dans ses compétences quand il décide préventivement de faire le nécessaire pour respecter et faire respecter l'ordre public, la tranquillité, et ce au plus grand profit et plaisir du peuple. C'est cela l'origine de cette mesure. Il n'y a rien d'agressif, c'est simplement anticiper sur ce qu'il pourrait advenir de déclarations qui parfois sont irresponsables. Monsieur le chef de département, en attendant les résultats de Pointe-Noire et d'autres localités, quel est votre pronostic à quelques heures de la publication définitive des résultats? Bon, je crois que sur le plan de la sociologie électorale, on ne devrait pas avoir de grands bouleversements sur les 38 circonscriptions administratives ou 39 qui restent à publier. Les circonscriptions administratives, et je le dis pour l'édification de la presse internationale notamment, dont nous parlons, il s'agit des 111 circonscriptions que sont les districts, les arrondissements et certaines communes de notre pays. Donc si on a à peu près déjà les 2/3 de ces circonscriptions qui ont fait connaître leur verdict, sauf tsunami, je ne crois pas que les choses évolueront grandement et on peut considérer que les choses semblent être assez pliées. Monsieur le chef du département, bonsoir et surtout félicitations parce qu'on constate que sans doute les tendances ne vont pas démentir la volonté du peuple. Je suis Martin Vaux, journaliste à Radio Liberté. Certaines missions d'observation ont rendu leurs rapports et ces rapports ont relevé quand même quelques manquements. Est-ce que ces manquements sont de nature à entacher la crédibilité de la victoire certaine de votre candidat? Merci. Non, je crois que j'ai lu le rapport des observateurs des pays des Grands Lacs, j'ai lu le pré-rapport des observateurs de l'Union africaine. J'ai aussi parcouru comme tout le monde, et en tout cas vous la presse, les quelques commentaires qui ont pu être faits par certaines organisations étrangères ou internationales, l'Union européenne, le département d'État américain, le Quai d'Orsay qui s'est exprimé. Ce que je constate moi, de manière tout à fait claire, c'est que pour l'essentiel, l'ensemble des observateurs, qui soient présents ou ceux qui sont un peu plus lointains, mais qui ont eu des rapports probablement de leurs représentants diplomatiques dans notre pays, n'ont pas remis en cause l'organisation du scrutin. Cette organisation a été pour l'essentiel réussie, bonne. Il y a, parce que nul processus humain n'est parfait, il y a parfois des petites failles, une ouverture en retard d'un bureau, il peut manquer une ou deux feuilles d'émargement. Ce ne sont pas des choses sur 5367 bureaux. On parle de 5367 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire. Que dans quelques bureaux répartis sur le pays, il ait pu y avoir des problèmes, je crois que somme toute, sur le plan statistique, ça arrive dans les pays, même les plus entraînés au processus démocratique. Donc je crois qu'il n'y a rien là qui puisse remettre en cause la crédibilité du scrutin, ni la légitimité du futur élu.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la lecture de l'ensemble de ces rapports a concerné un point, et là je retire momentanément ma veste de chef de département et je reprends celle de membre du gouvernement sur ce point précis, concerne essentiellement cette notion de coupure des communications. J'ai vu que ça a été repris un peu partout. Mais là-dessus, j'aimerais faire une petite déclaration, et là je le dis en tant que membre du gouvernement. D'abord, bien entendu, l'État s'excuse du désagrément qui a été causé à nos populations, qui est causé à nos populations sur ce sujet-là. Il est évident que ça n'a pas été une mesure prise de gaieté de cœur. Mais je crois que nos compatriotes qui ont vécu souvent dans leur chair, hélas, un certain nombre d'événements violents, ont tout à fait compris qu'il est préférable d'avoir un désagrément de quelques heures, quelques jours, plutôt que d'avoir un climat et quelque chose de violent dans le pays et qui, là, pour le coup, remettrait en cause réellement leur tranquillité. Donc l'État qui a pris cette mesure s'en excuse auprès des populations, mais simplement dit « nous nous sommes préservés probablement d'un plus grand péril qui aurait consisté à tout ce qui se déchaîne actuellement sur les réseaux sociaux, sur la toile, à l'étranger, et bien que tout cela en arrive à traumatiser nos compatriotes, qui certains sont très fragiles ou d'autres très passionnés par la chose politique, au point où ce qui aurait pu être transmis à nos populations aurait pu embraser le pays. Je crois que nos compatriotes le comprennent profondément. Et sur ce point très précis, je conclus, je crois qu'une indiscrétion du ministre de l'Intérieur m'amène à dire que dans quelques heures, les communications électroniques concernées seront rétablies. Il s'agissait pour nous, tout simplement, de veiller au grain. Je crois que chaque État, dans le cadre de l'exercice de sa mission principale, qui est de protéger et son territoire et ses populations, est en droit de prendre ces mesures. Vous savez, j'étais à la COP 21 au mois de novembre, dans la délégation du président de la République. J'ai vu les restrictions à l'ordre public qui ont été prises par les autorités françaises. Et je crois que les populations françaises avaient très bien compris quel était le sens des restrictions qui avaient été ordonnées par l'État. Et je crois même que la France, qui est une grande démocratie, est depuis quelques mois en situation d'état d'urgence. Il me semble que les populations françaises le comprennent tout à fait. Donc chaque État qui est confronté à des situations qui pourraient menacer son intégrité et l'intégrité de sa population est tout à fait légitime à prendre des mesures qui soient proportionnées et qui soient en rapport avec la nature du danger ou du péril qu'il souhaite faire éviter à ses populations. Nous avons pris la mesure et elle cessera d'ici quelques heures. Voilà, je referme la parenthèse. Christophe Chatelot, journal Le Monde. La France a émis, vous l'avez évoqué, mais a fait part de sa préoccupation quant à la transparence du scrutin. Le département d'État américain a émis un communiqué plutôt sévère sur la campagne électorale, évoquant notamment la disproportion des moyens utilisés par le président sortant et candidat. Quelle est votre réaction par rapport à ces prises de position qui ne remettent peut-être pas en cause, comme vous le dites, la légitimité ou l'issue de ce vote, mais en tout cas la crédibilité du scrutin? Bon, je ne ferai pas de commentaire sur la disproportion des moyens. Il me semble que le rôle des États amis n'est pas de déterminer ce que chaque candidat a dans sa poche pour battre campagne. Je crois que c'est quelque chose qui, là, pour le coup, comme vous l'avez dit vous-même, ne relève pas de considérations liées à la crédibilisation ou pas du scrutin. Les candidats, quand ils sont candidats à une fonction suprême, comme celle de chef d'État, s'organisent. Je crois que c'est le principe. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Sur les autres points, j'ai lu le communiqué du Quai d'Orsay, ou du moins les réponses du porte-parole du Quai d'Orsay d'aujourd'hui sur le sujet, ainsi que le communiqué du département d'État. Je n'y vois rien qui remette en cause la crédibilité du scrutin. On prend note, mais je vous rappelle que les processus électoraux sont faits par les Congolais ici et pour les Congolais. Donc tous ceux qui pourraient avoir à porter une appréciation, on l'admet en tant qu'État souverain, on a des amis, et un ami, ça sert aussi à dire des choses. Mais en même temps, je rappelle qu'il s'agit d'un processus proprement congolais. Et à ce stade, je crois que nous avons eu, et je le répète, parce que nous en sommes satisfaits, nous les Congolais, nous avons eu probablement l'élection présidentielle la plus disputée depuis 1992. Vous vous rendez compte que tous les candidats, puisqu'on parle de crédibilité, ont eu accès aux médias.
et notamment aux médias publics. Moi, je le rappelle, ministre des médias, je n'ai pas accès aux médias privés et je ne les contrôle pas, ils sont privés. Mais je peux vous attester que les médias publics, et vous l'avez suivi pour ceux qui ont commencé et suivi la campagne avec nous, étaient totalement ouverts de manière égalitaire à chaque candidat. J'ai même vu des journaux télévisés où, quand le candidat, notre candidat à nous, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, n'était pas ce jour-là dans une activité qui justifiait que ça passe à l'écran, eh bien, il n'y avait dans la partie politique de la tranche de soirée réservée aux élections, eh bien, il n'y avait que les candidats d'opposition. Ils sont exprimés sur tous les plateaux, ils se sont exprimés dans le pays, ils sont allés partout, il n'y a eu aucune restriction. Ils ont pu voter comme tout le monde, ainsi que leurs électeurs. Le dimanche 20 mars, ils avaient leurs observateurs. Tous ces observateurs ont pu faire leur travail, n'ont pas été entravés dans ce travail, n'ont pas connu de violence ni d'intimidation. Je crois que les considérants techniques d'une élection crédible étaient, le 20 mars, tout à fait remplis. Le reste, la disproportion des moyens, la coupure des communications, tout ça, ce sont des éléments d'environnement sur lesquels l'État congolais n'a pas plus à dire que ce que j'ai dit tout à l'heure pour les communications. Voilà, excusez-moi de revenir. Monsieur le ministre, je crois que vous et moi, on était dans les réseaux sociaux hier, et vous comprendrez mieux la question. Comment se porte le président Denis Sassou Nguesso? C'est la première question. La deuxième, comment le candidat Sassou Nguesso a accueilli les premières tendances? Bon, je ne réponds pas à la première parce que j'ai compris que vous êtes en train de me dire qu'il avait pris une balle dans la tête puisqu'il paraît qu'on a dit ça sur Internet. Vous comprenez bien pourquoi on a fermé. Je crois que quand vous dites cela, quand vous me posez la question, que je suis en face de vous, en train de vous parler de la victoire probable du candidat qui a fait de moi son porte-parole, et que vous me posez cette question, et que moi je vous dise, il se porte bien, vous voyez bien la profondeur du problème que nous avons anticipé en fermant ces réseaux. Vous comprenez bien. Et là, je crois que vous illustrez vous-même le problème que nous évoquions tout à l'heure. Il n'y a rien de plus à en dire. Nos compatriotes, notamment les plus jeunes, je dis bien notamment les plus jeunes, ont été préservés de toute cette chienlit, excusez-moi l'expression, qui s'est exprimée et qui n'arrête pas de se déchaîner sur les réseaux. Eh bien, un État doit prendre les mesures proportionnées pour préserver sa population. Et je peux vous dire que grâce à cela, eh bien, nos compatriotes vont pouvoir tranquillement vaquer à leurs occupations, maintenant que les grandes tendances lourdes sont connues, et ils attendront patiemment, sereinement, le résultat final. En tout cas, merci beaucoup à la réaction du candidat. Écoutez, la réaction du candidat, pour l'instant, on parle de tendance. On parle de résultats partiels. J'imagine que le candidat n'est pas en train de pleurer de tristesse, puisqu'il est manifestement en train de gagner. Donc je crois que sa réaction, parce que je ne l'ai pas aujourd'hui encore vue, je pense que sa réaction est forcément une réaction de satisfaction. Mais pas de satisfaction pour lui-même. La satisfaction du candidat, président, est forcément importante, puisque dans une campagne aussi disputée, où il a eu fort à faire avec des candidats, des adversaires de qualité, qui ont pu développer, déployer leur vision. Adversaires dont l'équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso souhaite leur rendre hommage, bien entendu. Ils ont battu vaillamment campagne et nous avons là, à travers les résultats dont une partie vous a été dévoilée, nous avons là une idée précise de la façon dont la nouvelle République va démarrer sous de bons auspices. Parce qu'on a à peu près dans l'espace public qui se prépare dans la future nouvelle République, on a toutes les forces qui représentent la diversité du pays. Et donc, je pense que la satisfaction du candidat n'est pas seulement pour sa victoire, elle est surtout pour la vision qu'il a exprimée et qui a été sanctifiée probablement, nous le constatons dans les chiffres provisoires par le peuple, mais aussi sa satisfaction porte sur le fait que demain, nous aurons une vie politique enrichie par la présence dans l'espace public, non seulement d'une opposition structurée forte, parce qu'une démocratie sans opposition, c'est une démocratie qui boite, et deuxièmement, parce que la République qui vient, et ça, c'est l'ADN propre de la campagne du candidat, c'est beaucoup plus de jeunesse, et on l'a vu dans son équipe de campagne, il y a de très jeunes animateurs, beaucoup plus de présence du genre des femmes, et ça a été vu dans sa campagne composée à 50% et plus de femmes. C'est aussi une gouvernance qui, demain, va être encore plus proche des préoccupations des populations. Voilà, je crois que la satisfaction du président porte essentiellement sur ces différents points.
et je vous remercie.